Je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû. Et le jeune Philou va vous emmener en Asie du Sud-Est, à Singapour, découvrir. Alors, on appelle ça un biodôme. Qu'est-ce que c'est qu'un biodôme? Ce sont des serres géantes. Il y en a deux énormes serres géantes qui font 20 000 mètres carrés. À quel endroit? Vraiment au cœur de Singapour, au bord de la mer, qui enferme en fait plusieurs climats. Un climat méditerranéen et européen, et puis un climat subtropical, c'est-à-dire avec des plantes vraiment luxuriantes. Et c'est vraiment de très très grandes serres. Elles montent à près de 40 mètres de hauteur. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, avec des plantes complètement dingues que l'on ne voit jamais. C'est des plantes qu'on a dans nos intérieurs, hein, des médinilas, des orchidées. Et ça, c'est des plantes qui vont être vraiment mises sur une montagne artificielle, voilà, où vous allez tourner autour. Voilà, on les voit, ces fameux biodômes. Vous allez tourner autour et vous allez découvrir vraiment une végétation luxuriante en plein cœur de Singapour. Singapour, c'est vraiment voilà, une ville. Voilà, on est presque au bord de la mer. Voilà, c'est ça. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça, ce sont les fameux arbres de Singapour. Ce sont des arbres qui s'éclairent la nuit. Il y a un spectacle nocturne. Bon ouais, non, mais des arbres. C'est des arbres en béton? Béton et fer. Ah bon? Donc, voilà, qui reprennent les arbres. Et l'intérêt, c'est quoi ces arbres? Regardez, à l'intérieur, vous avez ces petites, voilà, ces petits cercles qui reprennent toute l'eau de pluie qui tombe à Singapour et qui vont arroser ces fameux biodômes. Et ça, c'est vraiment, ce sont des éco-biodomes. Des conques. Exactement. C'est curieux. Des conques. Et ça fait presque 20 000 mètres carrés quand même. C'est 5 fois plus grand que la serre tropicale de Vincennes, du zoo de Vincennes. Ah bah Donc ouais. c'est vraiment Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça doit être... Stade de foot, non? Oui, ça doit être aussi... le port est par là. Donc voilà. Non, c'est vraiment... Ça doit être un stade. Et vous avez un jardin botanique autour. Alors, voilà, vous allez découvrir ces deux biodômes vraiment extraordinaires. Plantes subtropicales, plantes méditerranéennes comme les cactées, vraiment des plantes géantes. Regardez. À Singapour, la nature est présente partout sur les buildings, à la verticale, à l'horizontale. C'est une ville-jardin. Les parcs et réserves naturelles représentent près de 10% de la superficie de l'île, soit environ 3300 hectares. Connaissez-vous Garden by the Bay, un tout nouveau jardin ici, inauguré à Singapour en 2012, un jardin futuriste sur 101 hectares qui nous propose 250 000 variétés rares ou en voie de disparition. Et parfois enfermés dans des écrins de verre. C'est le cas pour les deux immenses serres, le Flower Dome et le Cloud Forest. Les deux biodômes sont des espaces de conservation de la biodiversité dont le volume est équivalent à 135 piscines olympiques. Le Flower Dome, l'une des deux serres géantes, reproduit différents écosystèmes méditerranéens et subtropicaux secs dans une atmosphère asséchée et rafraîchie. On commence par les cactées et plantes grasses, aloe, agave et autres merveilles de climat sec. Ici, la température est plutôt fraîche, dans les 22 degrés. Vous découvrirez par exemple des plantes qui stockent l'eau dans leur tronc, comme un dromadaire avec les Boccarnea et les Pachypodium. La Méditerranée est bien placée avec une foultitude de variétés de palmiers qui pour certains ont plus de 50 ans. On y découvre aussi toute une gamme de plantes européennes comme les sempiternels géranium ou plantes style jardin à la française. L'Asie tient une place prépondérante sous ce dôme. Des érables japonais, des camélias, des azalées. C'est aussi un lieu où on peut découvrir de nombreuses créations éphémères. Mis à part les plantes rares, le conservatoire montre l'exemple en matière de durabilité par une centrale à biomasse qui utilise les déchets d'horticulture du parc pour produire chaleur et énergie ainsi que de l'engrais sous forme de cendres. Bienvenue dans le deuxième biodôme. Le Cloud Forest héberge dans une atmosphère rafraîchie et humide les plantes d'une forêt pluvieuse normalement située à 2000 mètres d'altitude. Le dôme de verre abrite une montagne de 35 mètres de haut, recouverte de végétation luxuriante et depuis laquelle se jette la plus haute cascade intérieure du monde. On y découvre une grande variété d'orchidées, des broméliacées, des anthuriums, des plantes carnivores et de magnifiques médinilas très recherchés par les jardiniers amateurs.
Les plantes sont conduites naturellement en strates comme sur une vraie montagne. Le visiteur s'y balade sur un chemin métallique, sensation forte garantie. Sacrée construction de l'année 2012 par le World Architecture Festival, le parc Garden by the Bay a remporté en mars 2014 le prix spécial du jury, mais aussi le premier prix dans la catégorie du projet écologique le plus innovant au Palais des Festivals de Cannes. Un lieu à ne pas manquer si vous venez vous poser quelques jours à Singapour. Non, c'est pas ça en fait. Il y a peu de chance pour qu'on aille tous à Singapour. En revanche, ils ne peuvent pas en construire un ici en France. Alors voilà, Singapour, ça se situe par rapport aux autres, Malaisie, aux autres pays. On voit effectivement la Malaisie, on voit le Vietnam là-haut et le Cambodge à gauche. D'accord. Presque 14 heures d'avion pour y aller. 14 heures. Ouais. Mais vous découvrez vraiment. Quelle est la température à l'intérieur de... À l'intérieur. Alors, dans la zone méditerranéenne, 22-23 degrés. Dans cette zone-là, on frôle les 28-30 degrés toute l'année, mais avec une humidité presque à saturation. Donc, on est à 90% d'hygrométrie. Quand vous rentrez dans ce dôme, vous prenez une claque climatologique. Il ne faut pas y rester plus d'une heure. Hein. Non, on n'y reste pas plus d'une heure. Mais vous avez vu, il y a des grandes passerelles tout autour. Là-haut, et vous montez à 40 mètres de hauteur, tranquillement. Et à l'intérieur, il y a quoi? À l'intérieur, il y a des expositions de reproduction de plantes. C'est une sorte de grotte. Et vous voyez un peu l'évolution des plantes jusqu'à aujourd'hui. Il y a des expositions à l'intérieur de cette grotte artificielle, de cette montagne artificielle. D'accord. À découvrir toute l'année. Merci. Paid for every dance, selling his romance. Oh, the sin. There will come a day, and youth will pass away. Just Gigolo, il y a un message personnel là? Non, oui. Oui, sans doute. Il fait un peu gigolo, non? Comment? Il fait un peu gigolo. Ah ouais. Vous le voyez comme ça, vous? Un petit peu, ouais. Ben, il gagne sa vie, hein, il se débrouille. Bon, alors, nous allons où, là? On va à Doha, au Qatar. Alors, vous savez que, vous ne le savez pas, mais on vous l'a déjà parlé, de l'Open Australie qui va débuter dans 10 jours. Donc, les joueurs se préparent. Il y a des matchs et des tournois préparatoires. Quelle surface Open d'Australie? Ce sera du dur. C'est du dur? C'est du dur. Et là, ils sont à Doha. Du moins, pour certains, il y en a déjà qui sont en Australie. On va commencer par Doha avec une déception, celle de Tsonga. Regardez, Tsopé en quart de finale. Le Français 12e du classement est éliminé par Tomas Berdych, le Tchèque numéro 10 mondial. Et la semaine dernière, les deux garçons s'étaient déjà rencontrés, mais c'était en match exhibition et Tsonga s'était imposé. Là, c'était officiel. Et cette fois-ci, il a été battu 7-5, 6-3 et Berdych va être opposé à Andy Murray en demi-finale. Le numéro 1 mondial qui a lutté pour écarter l'Espagnol Almagro, 7-6, 7-5. Murray a signé une 27e victoire d'affilée. Djokovic, de son côté, numéro 2 du classement et tenant du titre à Doha, se hisse lui aussi en demi-finale. Après sa victoire face au vétéran tchèque Stepanek, 38 ans, 107e mondial. Le score 6-3, 6-3. Et le Serbe sera opposé à Verdasco, l'Espagnol. On va en Australie cette fois, à Brisbane, avec Rafael Nadal. Le retour. Il va retrouver le Canadien Raonic, 3e mondial en demi-finale. Il va plutôt bien, 9e du classement. De retour après avoir écourté sa saison 2016 en octobre à cause d'une douleur persistante au poignet gauche, il a sèchement balayé l'Allemand Zverev 6-1, 6-1. Et encore un petit mot de tennis, toujours à Brisbane, et Stan Wawrinka lui a déjà son ticket, c'était très tôt ce matin, j'étais devant ma télé, William, et il a battu le Britannique Edmund en 3 manches. Voilà pour donc le Suisse qui est 4e mondial. Oui, ce qu'on vient tôt, quand même. Il est en Australie, là. Donc ce qui est bien pour nous, c'est le décalage horaire. Je suis déjà là, je peux regarder les matchs. Oui. On parle un peu de biathlon maintenant? Ouais. Alors du biathlon avec un premier faux pas cette année pour monsieur Martin Fourcade. Ça se passait à Oberhof en Allemagne, double champion olympique, quintuple vainqueur, leader de la Coupe du Monde. Il a raté son sprint 10 km, 3 fautes au tir debout, c'est 3 tours de pénalité à effectuer. C'est seulement la 2e course individuelle de l'hiver qui échappe aux Pyrénéens. C'est la première fois cette saison qu'il ne monte pas sur le podium. Et avec cette victoire en 9 courses cette saison, il est toujours largement devant au classement général. Quand on rate une cible, vous avez 150 mètres à faire en plus. Donc là, il en a raté 3, il y en avait 150. Il était quand même le plus rapide sur les skis, mais il n'a pas pu quand même rattraper son temps. Ça, c'est monsieur Julien Lizeroux, c'est à Zagreb en Croatie. C'est lui qui se classe 9e, le meilleur français, son meilleur temps cette saison. Et son compatriote tricolore, Alexis Pinturo, regardez bien, lui, sur la 2e manche, il est tombé après seulement 5 portes, donc une contre-performance. Victoire de l'Italien Manfred Molgel, qui lui s'est classé donc premier
gagné comme il a gagné, hein, c'est comme ça qu'on calcule. Surtout, c'est sa 3e victoire en Coupe du Monde. Ça faisait 8 ans qu'il n'avait pas gagné. Voilà pour ce garçon, l'Italien. Un petit mot du Dakar, William, avec mon accent espagnol qui va vous faire plaisir, à San Salvador del Jujuy, en Argentine. Et il est temps de changer d'étape, parce que le Jujuy, c'est trop dur pour moi. Hein. C'était la 4e étape. Le quintuple vainqueur moto Cyril Després est en auto cette fois. C'est son premier succès en 4 roues et grâce à cette victoire, il prend la tête du classement. En moto, et c'est l'Autrichien Wagner qui a été le plus rapide. L'Espagnol Bardera Bort reste leader. On a un petit peu de temps ? Ils ont des caméras sur leur casque, non? Ils peuvent en avoir. Dans les voitures, il y en a en tout cas. Ouais. Pas forcément sur tous les c'est pour casques. voir comment ça fait quand on quand est, la dune. quand on est Mais dans ce qui la serait moto. mieux, c'est que vous m'envoyiez là-bas. Ouais. Je puisse tester avec une caméra sur mon casque. Non, mais on va vous envoyer, comment ça s'appelle, la mer de La sable? mer de sable, là. à côté. À côté, là. Ouais. Ok, il y a le petit Hermenonville. Hermenonville, ouais. c'est bien aussi, non? train. Ouais, c'est pas mal. J'arriverai à le prononcer, ça, Hermenonville. En plus, facilement. Puis vous reviendrez le soir à la cantine. Oui, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'il a d'autre? Du foot. On va terminer avec le foot. Avec le Barça qui a perdu. Regardez, c'était un mauvais début d'année. C'est la Coupe du Roi, 8e de finale. Aïe, 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 Le FC aïe. Barcelone affrontait l'Athletic Bilbao, les Catalans qui ont terminé à 11 contre 9, s'inclinent 2-1. Et ils ont encaissé des buts de Adoriz et de Williams. Et le but du Barça et de Messi. Le FC Barcelone est double tenant du titre. Un petit mot de rugby, ça fera plaisir à mon monteur de la Pro D2, William Aurillac en blanc, monte sur le podium, début de la 16e journée du championnat de France. Les Auvergnats ont battu le leader Agen, 19-16, l'essai d'Aurillac et de Maninoa. Les autres points sont du bout du pied de Antoine Renaud. Et pour terminer de l'athlé quasiment dans votre salon, ça se passait à Tignes en Savoie, les températures négatives dehors, donc il faut mieux être en intérieur. C'est un meeting d'athlé très sérieux, il y avait un 60 mètres avec Christophe Lemaître qui l'a remporté en 6 secondes 58 devant le Britannique Dwayne Chambers. C'est drôle, ça, vous courez C'est pas juste mal. au 60 milieu mètres, voilà. du public. Du milieu du public. Non, c'est sympa. Voilà. Bon, il a fini? Il a fini. Bon, il est remercié. Non. Et à tout à l'heure. Non, il est remercié. Il a nos remerciements. Merci. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien, Druide, hein? Bougez un peu Mésopotamie, Babylone. Ouais. bien, Mais non c'est pour vous donner un peu de rythme. Bougez un peu votre corps quand même. Hein. Alors, on disait à une certaine époque que l'histoire a commencé en Mésopotamie. Alors, c'est le Louvre, mais pas n'importe quel Louvre, celui de Lens. Celui de Lens qui organise cette exposition, grande exposition consacrée à cette civilisation. Ça se passe au Louvre parce qu'évidemment, le Louvre renferme beaucoup de trésors de cette époque, comme le British Museum à Londres aussi, comme souvent les musées internationaux. Et finalement, par les temps qui courent, c'est peut-être pas si mal, parce qu'il y a toujours un petit débat en disant est-ce que c'est normal que les sculptures grecques se retrouvent au musée du Louvre, Wow. est-ce que c'est normal que la statuaire égyptienne se retrouve au British Museum ou au musée Vaste du Louvre. problème. Vaste problème, mais là, par les temps qui courent, étant donné que cette Mésopotamie, c'est l'Irak actuel, ça touche Alors, la la Syrie. Mésopotamie, oui, c'est ça, c'est l'Irak. C'est l'Irak actuel et ça touche de près la Syrie. Donc, c'est pas la peine de vous expliquer que cette région en ce moment est pas très à l'abri et donc les vestiges sont menacés. Donc, finalement, on peut peut-être se réjouir que ces œuvres soient conservées dans des musées à l'abri. Donc, le Louvre, il était logique d'organiser cette exposition et ça retrace 4000 ans d'histoire. Donc, c'est une des plus anciennes civilisations. On parle souvent de la Grèce, on parle souvent plus tard des Romains, de l'Égypte, mais c'est vrai qu'on parle moins des Sumériens et pourtant, ils avaient inventé un alphabet incroyable. Les Égyptiens aussi, c'était les hiéroglyphes, mais les Égyptiens, ce n'était que des petits dessins. Là, c'est vraiment des signes, des symboles qui sont à l'origine de notre écriture. Évidemment, alors on voit une des statues sur l'affiche les plus connues de cette époque-là, mais 4 millénaires, ils ont eu quand même le temps d'en faire et d'en sculpter. Et on se rend compte toujours, ça aussi c'est fascinant, on voit ces civilisations antiques, à quel point elles étaient douées en minutie, en technique pour la gravure et surtout sur des petits objets ou sur des matériaux comme l'or ou l'argent. Ça c'est toujours fascinant et de voir aussi l'état de conservation dans lequel ont été retrouvés ces objets. Donc je vous propose tout de suite de vous rendre au Louvre, à Lens. La Mésopotamie, berceau d'une des plus anciennes civilisations. Même si on la connaît moins que les civilisations grecques et romaines, elle est dans la mémoire collective et fascine les cinéastes, les écrivains et les artistes depuis sa découverte par les archéologues au XIXe siècle.
C'est entre 4000 et 2000 avant Jésus-Christ que les grandes cités urbaines se développent dans le sud de la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak actuel. Ces cités sont majestueuses, avec des murs d'enceinte immenses et des sculptures colossales. Les Mésopotamiens ont su développer des techniques très modernes en termes de construction et d'innovation. Ce vase en argent datant de 2420 avant Jésus-Christ est la preuve du savoir-faire de l'époque. Tout comme les différents objets du quotidien réalisés avec des matériaux plus précieux les uns que les autres. Aujourd'hui, des rares vestiges de ces sites subsistent, mais la plupart sont conservés dans les plus grands musées du monde. Les Sumériens vont surtout mettre en place un alphabet très complet et complexe, l'écriture cunéiforme. Les archéologues ont retrouvé des centaines et des centaines de petites tablettes qui montrent que l'écriture est au centre de la culture sumérienne. C'est sur des stèles massives que l'on grave les textes de loi, les codes qui sont à l'origine de nos sociétés modernes. Comme dans toutes les civilisations antiques, l'histoire de la Mésopotamie est étroitement liée à la religion. Le peuple doit servir et divertir ses dieux par des offrandes, des bijoux, des chants et des danses. Ainsi, il espère se protéger de leur colère et attirer leur faveur. L'intermédiaire entre les hommes et les dieux, c'est le roi. C'est lui qui est en charge du royaume et de son peuple, qui doit en assurer la protection et la prospérité. L'un d'entre eux, le prince Gudea, est connu pour être un grand bâtisseur au 3e millénaire avant notre ère. Il aurait fait édifier une quinzaine de temples sous son règne. La conquête d'Alexandre le Grand en 331 avant Jésus-Christ et l'avancée des Grecs vont mettre un terme à cet empire mésopotamien qui fut l'un des plus créatifs et évolués de l'Antiquité. C'est lui qui a cassé ça, Alexandre. Et oui, Hein, et mine de quel rien. dommage, parce que finalement, cette civilisation qui était super avancée grâce à cette écriture, ils s'en servaient pour tout. Mais malheureusement, les conquêtes, Alexandre le Grand, et puis les Grecs aussi, qui ont fait une avancée extraordinaire. Enfin, vous savez, à l'époque, personne ne résistait beaucoup à ce genre de conquêtes. Et malheureusement, c'était la fin de l'Empire mésopotamien. Alors justement, le Louvre-Lens a été chargé d'une mission par le chef de l'État, c'est de protéger les patrimoines culturels qui sont menacés, comme c'est le cas actuellement, par des conflits dans la région. Donc évidemment, restitution de certaines œuvres, c'est pas à l'ordre du jour, quoi. On verra ça un peu plus tard. Oui, un peu plus tard. Mais d'abord, direction Londres. Nous allons retrouver sur place Loïc Delamornay, c'est notre correspondant permanent. Et on va vous parler de l'un des plus vieux zoos du monde, situé en plein cœur de la ville, et qui va, je dis bien, compter 1, 2, 3, 4, 5, oui, ils vont compter. En ce mois de janvier, compter qui? Les pensionnaires. Alors pourquoi est-ce qu'on compte les pensionnaires? C'est vrai que c'est comme ça chaque année. Ils ont peur d'en perdre en route, je sais pas. Faut demander à Loïc. Bonjour. Oui, bonjour William, c'est vrai, j'allais dire encore heureux qu'ils connaissent et qu'ils comptent le nombre de leurs pensionnaires, on espère qu'ils savent le nombre de tigres, de lions ou de crocodiles qu'ils ont, mais ça en fait ce sont les bêtes, et puis il y a les bébêtes, alors les bébêtes beaucoup plus petites, il faut compter chaque araignée, chaque fourmi, si c'est ce qu'ils font, parce qu'effectivement c'est le grand comptage du début du mois de janvier, il y en a qui prennent les bonnes résolutions, il y en a qui font leur ménage de printemps, bon, le zoo de Londres, lui, il doit compter chaque début d'année très précisément le nombre de ses pensionnaires et c'est Laura Kelmus qui a pris sa calculette pour nous. Vous allez le voir dans son reportage. Regardez. Jaja, présent. Melati, présent. Achille et Caris, présent aussi. Facile de faire l'appel des 4 gros tigres. Il suffit d'une grande ardoise, d'un petit morceau de viande pour les appâter et le tour est joué. Même chose pour les chameaux. Plus dociles, ils ne cherchent qu'à ruminer. Tout se complique quand il faut comptabiliser le bassin des pingouins. Rapides et agiles, et à vrai dire, pas moyen de les distinguer. Et c'est carrément une mission quasi impossible de savoir combien d'araignées se cachent sous ces toiles. Et pour certaines espèces,
Il faudra y aller avec la main. Difficile aussi d'y voir clair avec ces petits lémuriens. Rien ne les fait tenir en place. C'est clair, on peut dire qu'ils bougent beaucoup. C'est un vrai défi de les compter. Bienvenue dans l'un des zoos les plus vieux de la planète, mais qui a su se moderniser. Ici, les enclos ont leur propre caméra et les vidéos sont retransmises en direct sur Internet. Tout le monde peut par exemple s'émerveiller devant la naissance de ces 2 bébés tigres. Pas question donc d'oublier la moindre bébête. Au total, 18 340 animaux, soit 712 espèces, vont être comptabilisés. Ce recensement annuel sera même un moyen de remplir la vraie mission du zoo, protéger les espèces. Nous avons aussi de petites espèces très importantes, comme nos escargots des arbres de Polynésie, une espèce en danger critique d'extinction. Ils se sont très bien reproduits l'année dernière et on va pouvoir aller en relâcher une partie dans la nature. C'est une de nos très belles réussites. Mais pas question de se séparer des pensionnaires les plus emblématiques du zoo. Ce sont les plus photographiés. Ah, mais ceux-là sont les stars, là. Il n'y en a pas une, d'ailleurs, qui s'est sauvée de stars, là, récemment? Si, c'est un, alors il s'appelle Kumbunka, c'est un aimable gorille de 200 kilos et il a essayé de se faire la malle il y a 2 mois, au mois d'octobre. Kumbunka, vous voyez peut-être sur ces images, il était un petit peu énervé ce jour-là et il a réussi à sortir de son enclos. Alors il n'est pas allé dans les zones vraiment du public, mais il est allé dans les zones réservées au personnel. Il s'est baladé tranquillement dans des couloirs. Alors il a quand même mis un foutoir pas possible, il y a eu des hélicoptères avec des caméras thermiques, tous les visiteurs du zoo ont été enfermés sur place pendant 3 ou 4 heures dans des zones protégées, le temps qu'il y ait une petite seringue tranquillisante qui endorme Kumbunka. Mais enfin, il a eu le temps de bien se balader quand même et tout va bien pour lui aujourd'hui. Figurez-vous que durant sa petite escapade, il est tombé sur un frigidaire réservé au personnel. Il a une petite rasade, il a pris juste une petite goulée de 5 litres de jus de cassis d'un coup, comme ça. Oui, ben c'est mieux ça que du whisky, hein. Quoique. Oui, vous voyez, il y a un pub derrière nous. J'essaierai de l'emmener. Si j'avais Kumbunka, moi, s'il me demande d'aller au pub, j'y vais, parce que je ne vais pas me fâcher avec un gorille de 200 kilos. Non, c'est pas le bureau de Londres, c'est un pub. Ah, pardon. Ne confondez pas. Jamais Loïc ne ferait une chose pareille. Merci beaucoup et passez un bon week-end. La une d'un magazine, tiens, encore je dirais, c'est une bonne chose. Bonjour William, bonjour à tous, ça va encore tanguer. Voilà que Michel Onfray fait la une du Point avec la parution de son nouveau livre, 750 pages, tout est dit dans le titre. Décadence, sa thèse, eh bien, c'est que la civilisation judéo-chrétienne a vécu, qu'elle est en passe de s'écrouler sur elle-même au profit de la civilisation musulmane qui, dit-il, est forte d'une armée planétaire de croyants. Et le philosophe de revenir sur la thèse du choc des civilisations, chère à l'américain Samuel Huntington. En 1996, explique Onfray, Huntington a diagnostiqué la fin des États qui ne contrôlent plus la monnaie, les idées, la technologie, la circulation des biens et des personnes, le déclin de l'autorité gouvernementale, l'explosion de la disparition de certains États, l'intensification des conflits tribaux et religieux, l'émergence de mafias criminelles internationales, la circulation de dizaines de millions de réfugiés, la prolifération des armes, l'expansion du terrorisme, les nettoyages ethniques, etc., etc. Depuis cette date, demande Onfray, 96 donc, le réel a-t-il donné tort aux philosophes américains? Et là, on se dit un point pour Onfray, Onfray 1, reste du monde 0. Quelques pages plus loin, eh bien, on tombe sur l'économiste Jean-Marc Daniel, qui joue les modérateurs. Pas de panique, dit-il. L'Occident a pour lui la technologie. La monnaie qui domine, c'est encore et toujours le dollar. Et les règles du jeu sont encore définies par un cadre juridique qui vient de l'Occident. C'est le cas de l'OMS, de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, par exemple. Moralité, restons zen. L'Occident n'est pas mort. Et là, on se dit un point contre Onfray. Ça prouve au moins une chose, c'est que dans nos journaux, dans nos pays, dans nos démocraties, on peut encore débattre. Et l'islamologue Rachid Benzine ne s'en prive pas, qui lui aussi remet en cause la thèse de Michel Onfray en l'accusant de faire dans le raccourci. Onfray enrichirait sans doute son propos en s'en tenant un tant soit peu au réel, dit-il, un réel qui se nourrit de pluralité, de contrastes et de contradictions. Alors après avoir lu ça, j'en ai déduit qu'il fallait comprendre que l'islam est
pluriel. Et pour en savoir plus, eh bien, je suis allé fureter du côté du magazine Causeur, qui fait sa une sur les territoires français livrés à la charia, comme l'a si bien montré un reportage de France Télévisions réalisé il y a quelques semaines à Sevran. Vous savez, cette femme qui pouvait pas, qui n'était pas la bienvenue dans un café rempli d'hommes. Et là, j'ai lu, et je vous conseille aussi de le faire, l'interview de Tariq Ildiz. Il est sociologue, spécialiste de l'islam en France. Il a longuement enquêté sur le sujet et aujourd'hui, eh bien, il dit que l'on peut distinguer 4 grands groupes de musulmans. Les superficiels, les exclusifs, les communautaristes et les discrets. Alors les discrets sont farouchement républicains. Ils peuvent être très pratiquants, mais ils cantonnent la religion à la sphère privée. Ils s'adaptent en société lorsqu'il y a un choix à faire. Et en gros, ce sont des gens auxquels il ne viendrait pas à l'idée de demander qu'il y ait de la nourriture halal à la cantine, tout comme certains catholiques d'ailleurs ne demandent pas, la plupart d'ailleurs, qu'il y ait du poisson le vendredi dans la même cantine. Ils s'adaptent et à la maison, ils font comme ils veulent. Après, il y a les superficiels. Alors pour eux, la religion consiste en tout un tas de contraintes qu'ils ne respectent pas. Mais ils sont souvent fascinés par ceux qui parviennent à respecter ces contraintes. Et du coup, beaucoup franchissent le Rubicon et passent dans le groupe des exclusifs. C'est le 3e groupe. Les exclusifs sont essentiellement salafistes. Ce sont ceux qui tiennent les discours les plus radicaux et veulent former une contre-société qui soit différente évidemment de notre société française. Reste les communautaristes, eh bien, eux, réclament des droits liés à l'islam. Ils sont pour que les fonctionnaires puissent être voilés. Ils veulent que les femmes soient traitées par des médecins femmes. Ils veulent que les piscines avec des horaires aménagés, etc. Ils veulent tout un tas de choses en contradiction avec nos principes démocratiques et républicains. La seule question est de savoir qui, des radicaux ou des discrets, aura à terme le plus d'influence. Merci Patrice, à tout à l'heure. Mourir sur scène. Ah bah une fois que vous voyez le film, vous chantez du Dalida, vous l'avez dans la tête. Mais c'était pas mal d'ailleurs, on l'a peut-être un peu oublié. Alors c'est une biographie. Oui, c'est ce qu'on appelle maintenant, on dit un biopic, il y en a eu beaucoup, on a eu Sagan, L'amour, Clo-Clo, Mérine, et puis dernièrement l'Odyssée sur Jacques Cousteau. Cette fois-ci, ce film nous fait revivre la vie de Dalida depuis sa naissance au Caire en 1933 jusqu'à son suicide à Paris en 1987 à l'âge de 54 ans où elle avait laissé ce petit mot « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi ». Lisa Azuelos, la réalisatrice, a dû faire des choix. Vous ne pouvez pas faire un film de 5 heures. La vie de Dalida est riche et foisonnante. Elle a fait un film de 2h04 en se centrant sur 2 principaux thèmes qui ont marqué la vie de Dalida, sa carrière immense, fulgurante, que vous connaissez, mais qu'on redécouvre. C'est quand même une artiste qui a vendu plus de 120 millions d'albums et qui, depuis sa mort, grâce à son frère Orlando, qui continue à gérer tout ça, en a vendu encore 20 millions. Et puis surtout, c'est plutôt cette phase-là qui intéresse davantage la réalisatrice, Dalida, la femme, et notamment ces 4 grandes histoires d'amour qui se sont toutes terminé tragiquement. Il y a tout d'abord eu son mariage à l'époque avec Lucien Maurice, joué par Jean-Paul Rouve, directeur de la radio Europe 1 de l'époque. Ils se sont mariés, ils ont divorcé, ils sont restés amis. Plus tard, il s'est suicidé. Puis l'acteur peintre Jean Sobiewski, elle est tombée enceinte de lui, il avait 18 ans. À l'époque, ça aurait fait, c'était mal vu. Elle s'est fait, c'est sa chanson, c'est ça. Elle s'est fait avorter, l'opération l'a rendue stérile à jamais. Puis un chanteur italien qui s'est à son tour suicidé. Et enfin, Richard Chanfray, joué par Nicolas Duvauchel, qui s'est lui aussi suicidé. Donc, la vie de Dalida a été jalonnée par la mort. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est qui incarne Dalida, parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Elle est ravissante, vous la voyez, c'est Sveva Alviti, une Italienne, une mannequin de 32 ans dont c'est le premier rôle au cinéma. Qu'est-ce qu'elle faisait comme boulot avant d'être mannequin ? Joueuse de tennis professionnelle. Ah bon. On l'embrasse, on espère qu'elle va mieux parce qu'hier, elle est tombée dans les pommes dans une émission concurrente. Elle a fait une crise d'épilepsie, paraît-il. Voilà. Donc nous avons rencontré Lisa Azuelos, tout à fait habitée par son sujet, une réalisatrice de talent. Bonjour Lisa. Bonjour. Mademoiselle Dalida. Monsieur Barclay va vous recevoir. Nous souhaitons vous proposer un contrat. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé sur le destin de Dalida, hormis que tout est tragique en fait? Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la vie de quelqu'un qui a fait donc une NDE, une Near Death Experience, puisqu'elle s'est suicidée une première fois en 1967.
Et Dalida, en fait, c'est quelqu'un qui inclut la mort dans sa passion et du coup qui vit à 100 à l'heure, qui vit des choses exceptionnelles. Elle dit la mort, ça ressemble à un rêve. Hein. Finalement, le problème, c'est pas la mort, c'est la vie. Et ce qu'on en fait. Je suis vraiment restée très soft par rapport à sa vie. Donc pour Dalida, c'était montrer qu'elle allait mal, mais de montrer aussi comment elle essayait de s'en sortir pour aller mieux. Ce que j'ai fait, je peux le défaire. C'est pas toi qui m'as faite, c'est les publics. Cette jeune actrice, elle lui ressemble, elle est sublime. Elle ne chante pas, c'est vrai, et c'est tant mieux. Tant mieux, bah oui. Ça a été un long chemin pour la trouver. Non, ça a été un casting de plus de 4 mois dans le monde entier. À un moment, j'ai douté, je me suis dit, bon, bah, si je trouve pas l'actrice, c'est que le film doit pas se faire. Il paraît qu'elle vous a dit à la fin, je suis Dalida. Elle m'a dit comme ça, de manière très sûre d'elle, alors qu'elle n'est pas sûre d'elle, mais elle m'a dit, je suis Dalida. Et j'ai adoré ça. Et... Je n'ai plus envie de vivre ma vie. J'ai 34 ans. Ma vie, c'est ce corps. Pas d'amour, pas d'espoir, pas d'enfant. Je n'ai plus de vie. Vous donnez de l'espoir à des milliers de gens. Moi qui m'en donne. Et Orlando, il est divinement interprété par cet Ricardo, acteur. Il devait être content, Orlando, parce que... Il m'a dit, franchement, je suis très flattée, chérie, tu m'as trouvé un bel homme pour moi. Il m'a fait confiance. Et il devait sûrement être content aussi que ce soit une femme qui réalise, peut-être. Il me l'a souvent dit, ça. Après, il a dit, le fait que ce soit une femme, ça m'a permis de voir des choses que j'aurais pas vues sinon. Dans tous les hommes de Dalida, il y en a un en plus, qui est son frère, et qui est à la fois son gardien, et à la fois, c'est celui qui la pousse à aller plus loin. Ce qui est fou, c'est que, hormis sa grande beauté et sa beauté singulière, elle rendait les hommes fous. Elle tombait sur des hommes qu'elle voulait sauver, et les hommes tombaient sur elle et ils voulaient la sauver. Et quelque part, on ne peut jamais sauver les gens qui ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Et c'est ça qu'ils apprenaient les uns les autres, en fait. Et c'était pas faute d'envie, mais c'était juste qu'ils n'étaient pas conçus comme ça. Maintenant que le film est fini, monté, est-ce qu'il y a une petite partie d'elle qui reste avec vous? Elle part en laissant un mot qui dit la vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Mon but avec ce film, c'est qu'on lui pardonne et puis qu'on se pardonne aussi à nous toutes nos erreurs sur la route. On est comme elle, on n'est que des humains. Merci beaucoup, Lisa. Merci beaucoup. Et ça sort mercredi prochain. Mercredi prochain. Superbe film. Bon. Grande amoureuse, Dalida. Merci beaucoup. D'abord, les 4 vérités, c'est Jeff Wittenberg ce matin qui reçoit Arnaud Montebourg. En effet, Arnaud Montebourg, qui est ancien ministre et aujourd'hui surtout candidat à la primaire de la gauche. Et bonjour à vous, Arnaud Montebourg. Bonjour. Vous avez entendu Manuel Valls, j'imagine, hier soir à l'émission politique de France 2. Parfois, j'ai pu me tromper, j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai changé, a-t-il dit. Vous avez été convaincu par ce début de mea culpa de l'ancien Premier ministre ? Changer, grandir, mûrir, cela est la loi de la vie. Est-ce que cela se fait en un mois, 15 jours, 3 semaines ? Je crois que Manuel Valls, je le dis d'ailleurs de façon tout à fait cordiale, devrait prendre la responsabilité qu'il a prise. Lorsqu'il dit le 49.3, ce n'est pas moi. La déchéance de nationalité, est-ce que c'est lui ? Il va dire ce n'est pas moi. Il dit pas que ce n'est pas lui, il dit qu'il y a été contraint par la présence des frondeurs en particulier. Oui, mais enfin, la décision elle est toujours prise par le gouvernement et passée en force, le coup de force permanent qui a été dénoncé pendant ce quinquennat a laissé beaucoup de traces, laissé d'ailleurs la gauche en situation de désarticulation, pour ensuite, de sa part, théoriser les gauches irréconciliables, souvenez-vous. Moi, je pense que maintenant, nous devons concilier les gauches, les conjuguer. Et c'est une des raisons pour lesquelles mes propositions sont situées au cœur des différentes gauches. J'imagine néanmoins que lorsqu'il dit que la gauche a trop cédé au libéralisme, qu'il faut des règles, un État qui intervient, vous ne pouvez que souscrire à ce propos, à ce discours. Oui, j'approuve évidemment, puisque c'est exactement ce que je défends, que j'ai défendu au gouvernement et n'ai pas pu défendre au gouvernement sous sa direction. Ah donc, il y a un discours pour la candidature et une pratique pour le gouvernement. C'est bien là le problème, je crois, de Manuel Valls. Alors, on va parler de votre programme. Vous vous définissez comme, je vous cite, le candidat de la feuille de paye, le candidat du pouvoir d'achat. Mais en quoi l'êtes-vous davantage que vos compétiteurs ? Je défends la société du travail et de son salaire.
c'est-à-dire du pouvoir d'achat. Je pense à ces classes moyennes et classes populaires qui ont payé très cher l'austérité fiscale de ces dernières années. C'est une des raisons pour lesquelles, pour relancer la machine économique, il faut passer par le pouvoir d'achat. Donc je propose, quelles mesures concrètes, par exemple ? Je propose de baisser la CSG sur tous les salaires jusqu'à 2 000 €. Vous savez que les Français payent la CSG à hauteur de 8% de la totalité du salaire qu'ils reçoivent. Donc par exemple, diminuer la CSG pour une personne qui est au SMIC, 1 480 € net dans sa poche, reviendrait à un 13e mois, 1 222 € Comment financerez-vous cette de mesure ? restitution. C'est ce qu'on vous demandera, Arnaud Montebourg. Vous avez raison de me le demander parce que c'est une question importante. Je vais reprendre une partie du crédit d'impôt compétitivité emploi pour 10 milliards. Pour l'essentiel, s'agissant des PME, des petites entreprises, le crédit d'impôt a été très utile pour aider ces entreprises. Donc ça, je n'y toucherai pas. En revanche, pour les grands groupes, pour la grande distribution, les banques, les assurances, elles n'ont pas eu besoin d'être aidées sur fonds publics. Cet argent permettra de donner aux ménages les moyens de vivre et vivre de son travail. Voilà pourquoi je défends la feuille de paix. Arnaud Montebourg, lorsqu'on regarde votre programme, vous annoncez, je vous cite encore, une croissance moyenne de 1,9% chaque année, un chômage ramené à 6% en 2022. Est-ce que ce n'est pas un petit peu dangereux aujourd'hui de se donner des objectifs chiffrés lorsqu'on a vu par exemple les échecs successifs et de Nicolas Sarkozy et de François Hollande dans ce domaine ? Je n'annonce pas une croissance. Je construis une croissance par une politique d'investissement dans la croissance. Et lorsqu'on travaille avec des économistes qui sont des gens extrêmement sérieux, qui ont des modèles économiques, sur les résultats de ma politique de relance budgétaire par le pouvoir d'achat, je viens d'en dire un mot, mais aussi par des investissements où nous allons nous faire travailler des PME sur les territoires, dans les infrastructures, faire la rénovation thermique des bâtiments. Nous observons, c'est une résultante d'une politique, nous observons, premièrement, une baisse du chômage, 2, une montée de la croissance, et 3, un rétablissement spectaculaire du déficit et de la dette. Pourquoi cette politique n'a pas été menée ? C'est celle que j'ai demandée dès 2012. Monsieur Montebourg, beaucoup de vos concurrents, notamment Benoît Hamon, expliquent qu'aujourd'hui ce n'est plus forcément la croissance qui va créer de l'emploi, que ce sont des solutions un petit peu 20e siècle, si j'ose dire. On va jeter d'ailleurs un œil, si vous voulez bien, sur votre affiche de campagne, si on peut la voir à l'antenne. On vous voit, eh bien on va la voir peut-être dans un instant. Voilà, c'est une affiche un peu ancienne école, si j'ose dire. D'ailleurs, elle m'a rappelé, on va en voir une autre, celle de François Mitterrand en 1965. Regardez les deux affiches. Est-ce que c'est voulu, ce côté un peu vintage, pour employer un mot franglais, qui veut dire ancienne école, à l'ancienne? Je suis né dans la circonscription de François Mitterrand, à Clamecy, dans la Nièvre, en 1962. Enfin, vous aimez la Saône-et-Loire tous les deux, mais dites-moi si, effectivement, comment vous recevez cette critique sur votre programme qui est un peu un programme à l'ancienne, basé notamment sur la croissance? Ma proposition de relance par l'investissement se situe dans le mouvement mondial préconisé par le FMI, l'OCDE, tous les gouvernements, je veux dire, la moitié des gouvernements du G20, 10 gouvernements sur les 20 premiers pays les plus riches au monde. 5 pays du G8 ont engagé et annoncé des politiques de relance budgétaire. Et la plupart d'entre eux sont déjà sortis de la crise en ayant mis en œuvre ces politiques. Donc je veux bien que le revenu universel soit en quelque sorte la fin du travail et qu'il faille maintenant prélever 300 milliards d'impôts nouveaux pour financer un revenu qu'on distribuerait à des gens comme vous et moi qui n'en ont pas besoin. Mais je pense que le premier des investissements, beaucoup plus modéré, c'est dans la croissance et dans le niveau d'activité. Quelles que soient les qualités de votre programme, Arnaud Montebourg, est-ce que vous ne craignez pas un réflexe de vote utile lors de cette primaire qui ferait que les électeurs intéressés par cette élection de gauche votent plutôt pour Manuel Valls, qui a plus de chances d'accéder peut-être à un second tour que vous, si l'on en croit les enquêtes aujourd'hui? Je crois que les Français de gauche qui s'intéressent à cette primaire vont observer les programmes, les projets, les personnalités aussi, et vont se déterminer sur les orientations. D'ailleurs, regardez comment les sondages se sont complètement trompés dans la primaire de la droite. Donc il n'y a pas de vote utile en sachant qu'un tel serait plus fort qu'un autre. Les sondages avaient vu la montée de François Fillon, comme il voit aujourd'hui celle de Benoît Hamon. Vous ne la craignez pas? Il n'avait rien vu du tout, puisque les sondages étaient erronés de 20 ou 30% sur la totalité du vote. Pourquoi? D'ailleurs, j'apprécie que des organes de presse aient cessé de commander des enquêtes d'opinion. Parce que nous devons nous déterminer sur des orientations et des choix importants, sérieux et robustes pour le pays. Et vous pensez
qu'au final, j'imagine, ce sera vous que les Français de gauche choisiront. Vous étiez le promoteur des primaires en France. Quand vous voyez que les deux candidats les plus populaires à gauche aujourd'hui, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, s'en affranchissent, cela vous inspire quoi? Mais je crois que ça n'exonère personne, ni nous ni eux, de l'obligation de nous unir. Si nous voulons réussir, aucun d'entre eux ne réussira seul. Ni nous, ni eux. C'est la raison pour laquelle la question de l'union de la gauche est posée. Je suis aussi le candidat de la gauche unie. Merci. Arnaud Montebourg, c'est à vous William, très bonne journée. Merci messieurs. Donc... Je vois tes volutes bleues me faire parfois venir les... Parmi les bonnes résolutions, vous savez, les fameuses bonnes résolutions du début d'année, vous êtes peut-être dit, tiens, j'arrête de fumer, et précisément, ou alors vous êtes peut-être passé à la cigarette électronique et vous avez des doutes, et vous vous dites, mais c'est bien, c'est pas bien, j'ai entendu toutes sortes de choses à ce propos. Eh ben, on va faire le point. En France, il y a 3 millions de personnes, oui. Vous n'êtes pas les seuls, qui l'utilisent depuis son arrivée sur le marché. Et la polémique fait rage, elle a été assez rapide d'ailleurs, vapoter, puisque c'est comme ça qu'on dit. Oui. Est-ce que c'est dangereux? Si oui, pourquoi? À terme, oui, non. La réponse a été apportée lors d'un récent congrès médical qui s'est tenu à La Rochelle. Alors, pourquoi d'abord il y a eu une polémique qui a été si rapide et si virulente? Parce que quand la cigarette électronique est arrivée en France dans les années 2005-2006, c'était tout simplement un nouveau produit. Donc on ne savait pas exactement de quoi il était composé. On avait des interrogations sur ce liquide, sur sa composition, mais sur ce liquide aussi qui est chauffé. Quelles étaient les conséquences de ces émanations de vapeur sur la santé? C'était une question que les médecins se posaient. Les médecins se demandaient aussi si c'était un médicament pour arrêter de fumer ou un produit pour inciter au tabagisme. Mais oui, on ne savait pas tout ça. Mais c'était pas clair du tout. Et même en 2011, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avait émis des doutes sur cette nicotine et sur son, enfin, qui est contenue dans les cigarettes électroniques et sur son innocuité. En 2013, c'est l'OMS, l'Agence mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, qui avait dit il vaut mieux ne pas utiliser la cigarette électronique. On ne sait pas trop si c'est efficace. Si il y avait un doute, un gros doute, mais enfin, il n'y avait pas d'affirmation non plus. Et puis, entre-temps, d'abord, les cigarettes électroniques ont évolué, c'est-à-dire que ce ne sont plus les mêmes que dans les années 2005-2006, elles ont changé. On connaît mieux les produits qui sont à l'intérieur, on connaît mieux les compositions, de nombreuses études ont été publiées et donc des experts de 14 nationalités différentes se sont réunis à La Rochelle. Ils l'ont précisé sans aucun soutien financier des industriels et ils ont fait le point et ils sont capables de dire aujourd'hui si la cigarette électronique est dangereuse pour la santé ou pas. Réponse en images. La cigarette électronique, c'est du liquide avec essentiellement propylène-glycol, glycérine végétale, qui sont les bases solvantes, auxquelles on rajoute un peu d'arômes, souvent des arômes alimentaires, parfois un tout petit peu d'eau, un tout petit peu d'alcool et de la nicotine, jusqu'à 2% de nicotine, et c'est tout. Donc la composition est parfaitement claire. Le propylène-glycol n'est pas un produit cancérigène, est un produit qui est largement utilisé. 160 000 tonnes dans le monde est vendu chaque année pour mettre dans les aliments, pour mettre dans les médicaments, en particulier pour déshydrater. La glycérine végétale, c'est une autre molécule qui transporte un peu mieux les arômes. C'est un produit inoffensif, non cancérigène, utilisé dans des médicaments, dans les aliments aussi. Les arômes alimentaires sont non cancérogènes par définition, qui sont testés pour le chauffage. En revanche, il n'y a pas d'études pour l'inhalation spécifique. Toutes les études disponibles pour l'instant sont plutôt rassurantes, mais on n'a pas la preuve scientifique de leur innocuité par inhalation. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. La nicotine est irritante, est addictive, donne l'addiction, mais ne donne pas de cancer. Et la nicotine qu'on a dans les cigarettes électroniques, c'est la même nicotine qu'il y a dans les patchs à nicotine, c'est la même nicotine qu'il y a dans les gommes de nicotine qu'on donne depuis 30 ans à tous les fumeurs pour s'arrêter de fumer, sans développement de cancer. C'est bien la fumée du tabac brûlé qui donne le cancer, c'est pas la nicotine elle-même qui pose le problème. Il est toujours préférable de ne rien inhaler que d'inhaler une cigarette électronique. En revanche, si on est fumeur, il faut infiniment mieux
prendre une cigarette électronique que prendre du tabac. La cigarette électronique, c'est un produit pour les fumeurs, pour diminuer la consommation de tabac, pour arrêter la consommation de tabac. Ça ne doit pas être un produit pour rentrer en tabagisme ou pour essayer un produit nouveau pour s'amuser. Non, c'est plutôt plutôt optimiste. rassurant. C'est une course pour sortir du tabac. Le tabac, Voilà, c'est ça du doit tabac être- brûlé, c'est ça qui donne le cancer, ils viennent de le dire. Voilà. Donc quand vous voulez en sortir, si vous le voulez, il faut votre décision. Ben, passer par là, ça va. Voilà, c'est un des moyens d'arrêter de fumer. D'ailleurs, des études ont Non, mais montré il faut arrêter que... de fumer après quand même. Sinon, ça n'a pas oui, de sens. bien sûr. Et des études ont montré que 35% des utilisateurs de la cigarette électronique avaient réussi à s'arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique. Ah ouais. Mais bien sûr, l'idée, c'est de s'arrêter aussi de vapoter. Et D'accord. le seul point faible, ce que soulignent les médecins, c'est qu'ils ont peur que des jeunes aient envie, qui ne fument pas et qui aient envie de tester ça un peu par jeu, c'est autre chose. rentrent dans le tabagisme. Alors, Pour donc, eux, de ça toute serait la porte façon, d'entrée. voilà. Et puis après, Voilà, quand ils ont goûté à ça, ils disent on veut du vrai maintenant. Voilà, c'est Donc, l'inquiétude, elle porte sur les jeunes. Ouais. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la cigarette électronique, mais aussi toutes les façons d'arrêter de fumer, je vous conseille ce livre qui sort dans quelques jours, Le plaisir d'arrêter de fumer, par le professeur d'Ostenberg aux éditions First, parce que ça peut être un plaisir aussi d'arrêter de fumer. Il faut le souligner. Et pour le savoir, il faut arrêter. Oui, oui. Oui. Merci beaucoup. À quoi vous pensez quand vous allez acheter une automobile, à son aspect général, au point de vue de votre conjoint, à la pollution ambiante, je ne sais pas. Eh ben, à la pollution, ça commence parce qu'on voit que le diesel s'effondre en France. Vous allez voir un schéma qui est celui des constructeurs d'automobiles français. Regardez, vous voyez que le diesel, qui représentait 73% des ventes neuves en 2011-2012, ne cesse de reculer depuis, baisse très forte. Là, on est maintenant à 52% seulement. Donc, si ça continue, le diesel va passer sous la moitié en 2017. Ça fait 20 ans qu'on n'avait pas vu ça. Baisse très forte du diesel. Alors, évidemment, comme le diesel baisse dans les achats de voitures neuves, c'est du coup l'essence qui remonte. On est passé de 38 à 43% de voitures essence l'an dernier et ça va probablement repasser au-dessus des 50%. Alors, l'électrique aussi, vous voyez une Zoé ici de chez Renault, l'électrique aussi augmente. Ça vient de dépasser les 1%. Alors, ça paraît très peu, mais c'est en tendance qu'il faut voir, hein. Il y a une forte augmentation des voitures électriques. Pourquoi c'est une Zoé de chez Renault? Parce que c'est la leader de ce marché. Elle a maintenant 300 et même dans certaines conditions 400 km d'autonomie, ce qui est beaucoup pour une voiture électrique. Vous savez que pendant longtemps, c'est ça qui avait freiné les ventes de l'électrique parce qu'il n'y avait pas d'autonomie. Maintenant, celle-ci, elle C'est des problèmes de batterie. elle fait 3 à 400 km avec un plein électrique, donc c'est vraiment très nouveau. La Twingo peut-être sera bientôt aussi en version électrique. Et puis ça, vous voyez un Nissan électrique, c'est un fourgon, parce que ça c'est nouveau, Nissan le fait. Et Renault, vous savez qu'ils sont partenaires de Nissan, Renault va aussi faire un fourgon électrique. Par contre, l'hybride marche pas trop bien. C'est comme si les gens se disaient, tant qu'à faire, autant prendre carrément un électrique. Voilà pour les motorisations. Maintenant, le côté social. Vous allez voir un article du Parisien qui a fait couler un peu d'encre. Vous voyez, acheter une voiture neuve, est-ce un luxe? Parce que désormais, la voiture neuve, en moyenne, achetée par les Français, est à 24 000 €. C'est-à-dire que ce n'est pas à la portée de tout le monde, hein. Le salaire moyen en France, je vous le rappelle, c'est 1 800 € par mois. Par rapport au salaire, les voitures neuves coûtent désormais beaucoup plus cher que dans les années 90. Presque moitié plus que dans les années 90. Presque le double, pardon. Ça, c'est peut-être hors de prix. Ça, Voilà, celle-là, je vous oui. montre ça pourquoi? Non, Pour vous vous dire avez que raison. c'est parce que... C'est dommage, parce que c'est une jolie couleur. Les voitures sont plus perfectionnées de nos jours, donc c'est pour ça qu'elles coûtent plus cher. Mais du coup, les voitures d'occasion, vous voyez ici un marché d'occasion, se développe de plus en plus. Parce que 24 000 € en moyenne pour une voiture neuve, c'est vrai que ça fait beaucoup. Donc l'occasion se développe, de même que le low cost. Dacia commence à talonner Citroën. Vous savez, Citroën est la 3e marque en vente. Et ben, Dacia est vraiment juste derrière parce que le low cost se vend de mieux en mieux. Et puis, la moitié des voitures neuves ne se vendent pas aux particuliers, mais aux flottes d'entreprises. Il faut savoir ça. Heureusement qu'il y a des flottes d'entreprises pour le neuf, parce que sinon les constructeurs seraient à la peine. Je termine par une devinette. Quelle est la voiture la plus vendue en France? Mégane. Non, c'est une Renault en ce moment. Non, Exactement. c'est pas ça, Vous allez c'est voir, pas. regardez, elle est tout en haut. C'est la Clio. 112 000 Clio vendus en 2016, plus de 5% du marché. Donc une voiture sur 20 en France est une Clio, suivie de près par les 208 et 308 de chez Peugeot. Et en 4e, c'est la Renault Captur. Vous savez, c'est un SUV, comme on dit, c'est une espèce de 4x4. Ça se vend très bien. 4x4 des villes, quoi. Ouais, c'est 4x4 des villes. C'est un faux 4x4. C'est vrai que ça sert à rien. Il n'y a pas de buffle sur le périphérique. 28% des ventes maintenant pour les SUV. Il y a des mufles, mais il n'y a pas de buffle. C'est vrai.
Vous voyez aussi qu'on achète français. Hein. Dans les 10 voitures les plus vendues en France, il n'y a que des françaises. Il n'y a pas un seul constructeur étranger. Et on achète aussi des voitures plus petites que, par exemple, les Allemands, ce qui est très bien pour la pollution, parce que les Allemands polluent davantage que nous, parce qu'ils ont des plus grosses voitures. 126 grammes au kilomètre de CO2 en moyenne chez les Allemands, 126. On nous les donne toujours en exemple. Contre 110, pas du tout, parce qu'ils achètent des plus grosses voitures que nous. Nous, on est à 110 grammes au kilomètre de CO2, et eux, 126. Nous, on est dans le peloton de, tralalaire, exactement. Je ne sais pas comment on dit tralalaire en allemand. On fait moins les malins, les Allemands. On est bien placé avec les Portugais, les Espagnols et aussi les Norvégiens, parce qu'ils ont beaucoup d'électriques, alors que très mauvais élèves, les Allemands, les Suisses, les Polonais, les Suédois. Merci beaucoup. Depuis le 1er janvier 2017, c'était il n'y a pas longtemps, un article de loi est entré en vigueur. Il s'agit du droit à la déconnexion. Et oui, ça commence bizarrement. Qu'est-ce que c'est que ça, le droit à se déconnecter? Bien, la connexion permanente, c'est un des mots vraiment, William, de ce 21e siècle. Avec l'avènement des nouvelles technologies, de nombreux salariés sont aujourd'hui connectés à leur travail en permanence via leur smartphone et notamment en dehors des heures de travail, ce qui va provoquer du stress, de la fatigue et qui peut être facteur de burn-out notamment. Alors, c'est une donnée qui a été prise en compte par le gouvernement avec cet article, vous le disiez, qui vient d'entrer en vigueur. Cet article vraiment intègre dans le Code du travail le droit à la déconnexion, c'est-à-dire le droit de ne plus être en lien avec son travail via son téléphone portable ou autre tablette et choses comme ça. Et ce droit à la déconnexion, pour réussir à l'opérer vraiment, vous avez cette application officielle qui s'appelle Coldor, qui va vraiment vous aider à vous déconnecter, gestion des appels, des SMS, des mails, à vous déparamétrer avec certaines personnes, entre guillemets, à des groupes et à des horaires particuliers. Vous n'avez qu'à arrêter votre smartphone, vous êtes déconnecté. Oui, c'est ça. Oui, mais justement, l'arrêter pour certains, mais pas pour d'autres. Vous voyez, personnel, professionnel, c'est vraiment l'idée de faire le tri. Ah d'accord, le tri parmi... Ah oui. Et cette application vous permet ça? Elle vous permet ça et en plus c'est une application qui peut s'appliquer sur toute une entreprise. Et je ne vois pas en quoi la loi s'est mêlée de ça. La loi dit qu'aujourd'hui les gens ont le droit et que les chefs d'entreprise sont obligés d'appliquer ce droit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit en gros de solliciter... Si vous avez un salarié qui vous dit moi j'ai pas répondu à votre mail parce que moi je me suis déconnecté. J'ai le droit. C'est inscrit au Code du travail, exactement. Ah ouais, il n'y a pas en faute. Non. Alors qu'avant, il aurait pu être en faute. Ah, c'est rigolo, ça. Tiens, on va essayer ça. Merci beaucoup. Je vais me déconnecter, là, peut-être. Vous allez vous connecter, là, c'est le moment, c'est vous, ça allez. Bon, hein. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est, mais vous allez savoir d'ici quelques petites minutes. Voilà, c'est ma playlist islandaise. J'ai dû être islandais dans une autre vie parce qu'à chaque fois que j'écoute un artiste islandais, que ce soit Björk, Sigur Rós ou là Olafur Arnalds, ils ont tous des noms. C'est le gars-là des noms chelous. Hein, je vais pas vous mentir, ils sont islandais. Ils disent la même chose de nous. Hein. Oui, je pense. Mais voilà. Quand ils entendent le mot Jaffré, ils font c'est quoi ce que ça veut dire? Oui, certainement. C'est toujours splendide, c'est toujours hypnotique, attirant, chaleureux. C'est toujours un peu mi-dépressif, mais juste comme c'est beau, vous savez. Comme un portrait de mer du Nord un peu gris. Vous savez, c'est beau, mais c'est triste. Voilà, mais justement, souvent, quand c'est beau, c'est triste. Mais c'est beau. Mais c'est beau. Et voilà. Mais c'est triste. On a préparé un petit numéro, on sera en point virgule à 17h parce qu'on n'a pas eu 19h. Point virgule Oui, quelle chance. Quelle chance, je sais. Olafur Arnalds. Donc voilà, Olafur, c'est son prénom, Arnalds. Voilà un garçon qui a une petite trentaine d'années, on ne le connaît pas beaucoup. C'est un multi-instrumentiste et c'est vraiment une vraie vedette dans son île, en Islande. Ah oui. Parce que le gars a beaucoup de talent, vous allez le voir tout de suite. Il a décidé l'été dernier d'enregistrer en 7 semaines dans 7 lieux différents de l'île. Et à chaque fois, il arrive avec un petit groupe de musiciens différents. Qu'est-ce que ça change le fait qu'ils ne soient pas dans le même lieu? Non, c'est juste pour faire découvrir son île. D'ailleurs, Yann Tiersen avait fait ça en Bretagne il y a quelques temps. Juste pour faire découvrir. Juste pour faire découvrir. Bonne idée. Et en même temps, ça permet de travailler avec d'autres musiciens aussi. Donc c'est toujours un peu homemade, enfin fait à la maison, puisqu'il arrive dans un lieu comme ça, il dit tiens, il y a une chapelle, tiens, il y a une église, un truc. Voilà. Un petit extrait, vous allez voir, moi ça me transperce tout de suite. Vraiment, mais vous êtes assez tendre. Oui, émotif. Say goodnight. I know that I'm swallowed in sea. We collide, colors that devour me. Just say goodnight. I'm already down.
ça c'est effectivement. Laissez l'image là. Hop là, non, c'était juste. J'en ai plus. Bon, c'est dommage. Non, c'est une des caractéristiques des orchestres islandais, c'est qu'ils jouent dans les escaliers. Oui, c'est vous une avez chose remarqué. Oui, ça me fait plaisir si vous vous souvenez des chroniques sur Sigur Rós, un groupe islandais, mon groupe à moi que j'aime, et souvent ils enregistrent comme ça dans des endroits improbables. Donc Olafur Arnalds était au piano et la chanteuse s'appelle Nana Bryndís. Je vous avais dit, au niveau du nom, on est très bien. C'est joli, c'est tendre, il faut un feu de bois. Ah, mais c'est super. Tout l'album est splendide, hein. Vous l'écoutez, mais moi j'avais la larme à l'œil à chaque fois. Ouais. Mais je pense que c'est la chronique où vous avez la larme à l'œil, mais en même temps la belle larme, vous savez. Bien sûr. Voilà. On continue avec Johan Johansson. Johan Johansson, je vous en ai parlé l'année dernière, parce que c'est un garçon qui a signé chez Deutsche Grammophon, vous savez, le label de musique classique. C'est un peu comme Blue Note pour le jazz. Quand vous êtes chez Deutsche Grammophon, ça veut dire quelque chose. Le message envoyé est assez fort. C'est pareil, c'est une musique très hypnotique, un peu à la Philip Glass, vous savez, ce genre de musique répétitive comme ça, mais très très belle. Le garçon a surtout eu son heure de gloire il y a un an et demi, quand il a signé la musique de Une merveilleuse histoire du temps, le biopic de Stephen Hawking, vous savez, le physicien. Il a écrit une musique incroyable, tout le monde a dit c'est un génie, c'est génial. Il a eu un Golden Globe et depuis, il enchaîne les musiques de films. Il vient de faire la musique de Premier Contact, The Arrival, c'est difficile à dire. Et surtout, on l'attend l'année prochaine avec la musique de Blade Runner. La suite de Blade Runner, c'est lui qui va faire la musique. Ah bon, mais ça y est, alors lui, il est entré à Hollywood. Ah ben oui, lui, il est entré à Hollywood et à mon avis, on va en entendre parler. La musique est fascinante sur le film. Écoutez bien, je vous ai pris la musique, j'ai viré les dialogues, on regarde les images avec la musique de Johan Johansson. D'accord. Regardez. Ça a l'air bien, ça. Ah, The Arrival, attends. Au-delà de la musique. Ah oui, c'est Premier Contact, musique de film de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve qui avait fait Sicario, Prisoner, c'est un génie. Oui. Ah, bah, absolument. C'est très très bien. C'est pas le plus... là, c'est le côté un peu action, mais sinon, il y a un côté un peu hypnotique avec des petites choses répétitives. Je vous conseille cet album. Et on finit avec Emilia Torini. Et vous dites quel rapport avec l'Islande? Et ben, il se trouve qu'elle a été élevée en Islande. Son papa est italien, mais elle est islandaise dans le cœur. Voilà une jeune personne qu'on a découvert en 99, qui a écrit plein de chansons. Elle a écrit des chansons pour Kylie Minogue, par exemple. Elle a fait plein de duos, elle a travaillé avec Sting en tournée, etc. Et là, elle revient avec un disque, avec des Belges qui s'appellent The Colorist. Et ces Belges-là sont spécialistes de prendre les morceaux de quelqu'un et de les rebidouiller. Et donc là, l'idée, ce sont des titres existants d'Emilia Torini, revisités par The Colorist. C'est sur scène, c'est très beau. Regardez, elle est à moitié islandaise. Hop, j'ai fini. Là. Ah ouais. Ça sent un peu le froid, hein, c'est drôle. Bien hein. ça. Ouais. Jolie voix. C'est tout bien, c'est tout bien. Très jolie nappe péruvienne. Oui. Après, elle mange dessus, oui, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Vous avez dit pas les vêtements, hein, vous savez. Enfin, il me semble. On s'arrête à 9h25. Restez avec nous parce que